Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce webinaire, ce nouveau webinaire de l'Europe des communes. Petit rappel pour ceux qui ne nous connaissent pas encore ou pas encore bien, l'Europe des communes, c'est le service de la Commission européenne en France. La Commission européenne a des équipes en France, à Paris et à Marseille. Donc le service de la Commission européenne en France, spécifiquement à destination des collectivités locales, françaises uniquement. Euh, L'idée, c'est de proposer un contenu qui soit vraiment adapté aux besoins des collectivités locales, de partir de questions concrètes que vous vous posez dans l'exercice de vos fonctions au quotidien en tant qu'élu ou agent territorial, et d'expliquer, sujet par sujet, un peu comment l'Europe peut vous accompagner, comment l'Europe est pertinente pour vous. Et aujourd'hui, on va zoomer sur Erasmus ⁇ avec vraiment l'angle formation des adultes et un zoom sur les élus, les agents des collectivités locales et de leurs partenaires. Qu'est-ce qu'Erasmus ⁇ va pouvoir faire pour vous? Alors, on élargira un tout petit peu le propos, mais on va quand même vraiment zoomer là-dessus. On a la chance d'avoir Marielle Godin et Estelle Duprat de l'agence Erasmus ⁇ dans son volet éducation et formation, parce qu'il y a deux agences Erasmus ⁇ Donc aujourd'hui, on va zoomer vraiment sur l'agence éducation et formation. Mais je dirais quelques mots en fin de propos, également sur son volet sport et jeunesse qui peut avoir aussi des éléments pertinents. Donc, on va se poser un peu la question de la pertinence de cette agence sur ce volet pour les collectivités locales. Et on zoomera vraiment sur le volet éducation des adultes, qui est une des priorités de ce programme. Ensuite, on aura la chance d'avoir un témoignage de la ville de Pleuc-l'Hermitage, belle ville bretonne, avec Aélie Le Gentil qui nous expliquera un peu ce qu'a fait Pleuc pour mobiliser des financements européens, et notamment dans les démarches dont on va parler aujourd'hui. On prendra les questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat. On est une petite équipe autour de la table pour essayer de les prendre au fur et à mesure. On va agréger ça et on y répondra par la suite. Si on n'a pas le temps de répondre à tout, on s'efforce de faire une petite foire aux questions par écrit à la fin des webinaires. Donc on vous enverra le replay, les slides de présentation que vous voyez et puis les réponses aux questions. Voilà, sur ce, je laisse tout de suite la parole à Marielle. Merci beaucoup Pierre et bonjour à tous. Merci d'être si nombreux à nous suivre et merci à la représentation de la Commission européenne de nous proposer ce webinaire. Alors pour vous expliquer, le programme Erasmus+ est un programme sur 7 ans. On est en plein milieu de la programmation 2021-2027. Et un des grands objectifs pour cette nouvelle programmation 21-27, c'était de renforcer la présence d'Erasmus+ dans les territoires. Alors pourquoi? Tout simplement pour permettre un accès beaucoup plus large et beaucoup plus équitable à l'ensemble des publics sur l'ensemble des territoires, que ce soit Hexagone ou Outre-mer. Et donc, qui de mieux que les collectivités territoriales pour diffuser cette information et pour arriver au plus près des publics dans ces territoires. C'est pour ça que dès 2021, on a mis en œuvre un groupe de travail, donc ici à l'agence Erasmus, accompagné en externe par des élus, des acteurs institutionnels représentatifs, avec plusieurs objectifs. Le premier, c'est tout simplement faire connaître les opportunités Erasmus+ pour les collectivités territoriales, puisque tout le monde a dans l'inconscient collectif, Erasmus+, c'est pour les étudiants. Oui, c'est vrai, mais pas que. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu comment Erasmus+ peut aussi vous servir au quotidien. Le deuxième objectif, c'était aussi permettre de vous outiller, vous, en tant que relais sur les territoires, puisque des acteurs locaux pourraient aussi avoir envie de se saisir des opportunités. Donc, vous soyez en mesure et assez outillés pour leur expliquer et pour les informer, voire les accompagner dans les candidatures. Et puis, le dernier objectif, et pas le moindre, c'est de vous faire entrer vous-même en tant que porteur de projet, coordinateur de projet Erasmus+, et vous allez voir que vous avez toute votre place.
Pour cela, donc, on a commencé à l'agence éducation formation. Comme vous a dit Pierre, il y a un seul programme Erasmus, mais en France, on est 2 agences. Estelle vous expliquera comment c'est réparti, mais on sait bien sûr, on a beaucoup renforcé notre collaboration avec l'autre agence jeunesse et sport pour vous permettre un éventail le plus large possible pour vous saisir des opportunités. Donc, on travaille vraiment en collaboration sur ce groupe de travail, ce plan d'action pour les collectivités territoriales. Alors pourquoi porter un projet Erasmus+ quand on est une collectivité? Tout simplement, parmi d'autres, mais Erasmus+ peut être un levier pour vous permettre de développer certaines politiques publiques que vous portez au plus près de vos territoires et dans des champs extrêmement variés. Vous allez le voir, Erasmus+, ça peut être un levier pour des politiques aussi bien d'éducation, d'inclusion numérique, de transition écologique, d'inclusion sociale ou d'économie sociale et solidaire. Donc voilà, si vous avez des politiques ciblées là-dedans, Erasmus peut être un levier et vous allez voir comment tout à l'heure, je ne dévoile pas tout de suite. Ça peut être également l'occasion d'activer Erasmus+ et les financements pour dans une stratégie d'ouverture à l'Europe et à l'international. Ça peut vraiment être un levier intéressant pour vous ouvrir à l'extérieur. Et puis également si je resserre plus sur éducation et sur éducation des adultes, pardon, ça va pouvoir être vraiment un levier pour développer des politiques publiques spécifiques sur l'inclusion des publics prioritaires dans vos territoires. Et puis, ce sont les chiffres qui parlent le mieux. Donc, la première diapositive va pouvoir vous donner quelques chiffres précis. Donc, depuis 2021, les collectivités ont déposé 160 candidatures à un projet Erasmus+. Et ce qui montre que vous avez complètement votre place dans Erasmus, c'est quand vous êtes déposé un projet, vous, en tant que commune, en tant que collectivité, vous avez 79% de chances d'avoir des financements. Donc, ça prouve bien que vous êtes tout à fait à la bonne place et que vous êtes complètement légitime pour le faire. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a 45 collectivités qui portent 126 projets. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une collectivité peut porter plusieurs projets. Vous allez le voir après, mais on a des projets, on a une architecture du programme qui est telle qu'elle est et qui va vous permettre d'activer plusieurs leviers en même temps envers plusieurs publics. Et donc, vous pouvez porter plusieurs projets en même temps. Mais ça veut dire aussi, certaines collectivités viennent chez Erasmus+, déposer un projet. Elles sont financées, puis comme elles voient que l'impact est vraiment intéressant, positif, elles reviennent. Et donc, ce sont aussi des collectivités qui redéposent des projets petit à petit. Et ce qui est intéressant de voir aujourd'hui, c'est quand même sur ces 45 collectivités, ce sont 29 communes, des communautés de communes qui déposent. Donc, il n'y a pas de hiérarchie, c'est-à-dire qu'une toute petite commune peut déposer un projet Erasmus+, et c'est même, voilà, on encourage vraiment fortement là-dedans. Voilà, en fait, pour résumer, vous avez toute votre place dans Erasmus+. Vous êtes les bienvenus dans Erasmus+. Quand vous poussez notre porte, vous avez de grandes chances de rentrer. Donc, n'hésitez pas et Estelle va vous expliquer un petit peu plus en détail maintenant pourquoi faire, à quoi ça peut vous servir concrètement, pour quel public et comment faire pour accéder à nos financements. Donc, je vous souhaite un bon webinaire et merci encore d'être là et je laisse Estelle prendre la suite. Merci Marielle. Alors bonjour à toutes et à tous. Donc vous l'avez compris, Erasmus+ n'est pas que pour les étudiants. Le programme est effectivement connu du secteur formel de l'éducation et de la formation parce qu'en règle générale, le projet Erasmus s'inscrit dans un parcours de formation initiale ou continue, d'enseignement général ou professionnel. Or, il y a un plus à côté d'Erasmus depuis 2021, mais il existe même depuis bien plus longtemps que ça. Et ce plus représente les opportunités de financement du secteur non formel de l'éducation et de la formation, c'est-à-dire en fait c'est l'incarnation de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui ensemble. Alors, cette séquence ne rentrera pas dans les détails techniques. Elle a pour objectif de vous présenter les fondamentaux du programme Erasmus+, de telle manière à ce qu'en 20 minutes, vous compreniez son fonctionnement et donc les outils dont vous pouvez vous saisir. Erasmus+, c'est avant tout un instrument financier, donc on abordera les types de financement réservés au volet non formel d'Erasmus+, avec des exemples de projets pour rendre les choses un peu plus concrètes. Et enfin, on vous présentera les ressources indispensables si vous avez besoin d'en savoir plus. Alors, l'objectif général du programme, c'est de soutenir par les apprentissages tout au long de la vie le développement éducatif, professionnel, personnel des personnes pour contribuer à une croissance durable, à des emplois de qualité,
à la cohésion sociale, à la promotion de l'innovation, au renforcement de l'identité européenne et de la citoyenneté active. Donc, je l'ai dit, c'est un instrument financier qui est géré en France et Pierre et Marielle l'ont rappelé, par deux agences nationales. Pour le volet éducation-formation, l'Agence nationale est un groupement d'intérêt public qui est situé à Bordeaux et on est 180 personnes. Marielle et moi travaillons pour l'agence de Bordeaux. Et pour le volet jeunesse et le volet sport, l'Agence nationale est aussi un groupement d'intérêt public au sein de l'Agence du service civique située à Paris et qui regroupe une soixantaine de personnes. Erasmus+, c'est le programme européen pour l'éducation, la formation, pour la jeunesse et le sport. Il soutient les projets en faveur de tous les apprentissages et ce, tout au long de la vie. Et le dénominateur commun à tous les projets qui sont financés par le programme, c'est la collecte de compétences, quelle qu'en soit la manière. Alors, Marielle vous a présenté les chiffres en augmentation de la participation des collectivités au programme. Ce qui, en premier lieu, réunit les collectivités Erasmus+, eh bien, ce sont les priorités du programme. Erasmus+, en cible 4, et vous les voyez à l'écran, vous le savez, d'autres programmes européens convergent aussi vers ces 4 priorités. Pour Erasmus+, il y a forcément une notion d'apprentissage dans chacune d'entre elles. Alors, la première priorité, c'est l'inclusion. Ici, le programme vient chercher l'inclusion sociale en donnant accès aux publics les plus éloignés des possibilités d'éducation et de formation, la possibilité d'aller à la rencontre d'autres pratiques, à ce qu'on appelle la mobilité. L'inclusion numérique contribue au renforcement, l'acquisition de compétences numériques des personnes, quelle que soit la situation d'apprentissage. Le programme contribue aux transitions écologiques et durables en accompagnant les participants à des pratiques respectueuses de l'environnement. Et puis enfin, le programme promeut l'engagement civique, la participation à la vie démocratique à travers une citoyenneté active et attachée aux valeurs d'une société ouverte. Alors, ce qui réunit les collectivités et leurs partenaires à Erasmus+, ce sont aussi les fondamentaux du programme. Alors voilà quelques rappels de ces fondamentaux. D'abord, Erasmus+, on l'a dit, c'est un programme européen. Alors pourquoi c'est un programme européen? Eh bien, parce que les financements sont attribués à des projets européens. Cela implique que tous les projets financés incluent un ou plusieurs partenaires issus soit de pays participants au programme, et donc il s'agit des pays qui contribuent au financement du programme, ce sont les 27 États membres de l'Union européenne, et les pays tiers associés, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la Macédoine du Nord, la Serbie et la Turquie. En fonction du type de projet développé, il y a aussi la possibilité de coopérer avec les autres pays du monde. Erasmus+ s'inscrit, comme tous les programmes européens, dans une temporalité de 7 ans. C'est la période 2021-2027. Donc, il y a des appels à propositions, à projets, qui sont publiés annuellement courant novembre. Donc, tous les ans, il y a des réelles possibilités de financement. Le guide du programme Erasmus+ est publié en même temps que l'appel à propositions. Il est valable pour les 32 pays qui participent au programme. Il vous indique les dates et les modalités de candidature. Deuxième document qui fait partie de cet appel à proposition annuelle, eh bien, ce sont les règles d'éligibilité pour la France. Une circulaire Erasmus+ est publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale et cette circulaire, elle décrit les règles nationales d'éligibilité des organismes et des publics au financement Erasmus+. Alors, on vous digère toutes ces informations que vous retrouvez facilement sur le site des agences. Les règles sont claires, elles sont établies une fois dans l'année et elles sont les mêmes pour tous. Pour répondre à l'appel à proposition, il est nécessaire de compléter une candidature. Le formulaire de candidature structure le projet et il doit être envisagé comme un outil et pas comme un obstacle. Erasmus+ ne répond pas à une commande publique. C'est la structure qui dépose le projet et ses partenaires qui vont fixer les objectifs, la nature des activités et les résultats attendus. Il y a donc ici une demande de financement qu'on pourrait qualifier de à la carte, puisqu'elle est réalisée en fonction des besoins auxquels va répondre le projet. Erasmus+, c'est un outil financier.
jusqu'à 80% de la subvention est versée dès la signature du contrat avec l'agence, donc avant de commencer le projet, ce qui limite l'avance de trésorerie. Le budget des projets Erasmus+, il est calculé sur la base de coûts unitaires, c'est-à-dire de forfaits, et pas aux frais réels, ce qui facilite le montage du projet, sa gestion et le nombre de pièces justificatives à fournir. Enfin, les projets Erasmus sont des projets de structure. Un particulier ne peut pas demander une subvention. Et ça sécurise l'attribution du financement, la façon dont l'argent public est utilisé, mais aussi le déroulement du projet. De manière générale, pour une collectivité, s'approprier ces fondamentaux ne pose pas trop de difficultés. Alors, on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail de ce qu'il est possible de financer avec Erasmus+. Vous l'avez compris, pas besoin d'être obligatoirement inscrit dans un parcours de formation initiale ou continue pour aller à la rencontre d'autres pratiques, d'autres postures, que ce soit dans son milieu professionnel ou personnel. En tant que collectivité territoriale, vous pouvez donc être prescripteur ou bénéficiaire d'Erasmus+. Pour que vous mesuriez les opportunités d'Erasmus, il vous est nécessaire d'en comprendre l'architecture, mais aussi le vocabulaire. Donc, on va s'acculturer un peu avec l'architecture du programme, mais aussi avec son vocabulaire. 2 éléments seulement à comprendre. Alors, le premier élément, c'est qu'est-ce qu'un projet Erasmus+. Donc, je vous rappelle que l'objectif d'un projet, c'est l'appropriation de compétences diverses et variées. Donc, ici, l'idée du projet européen est de permettre à des personnes de partir dans un autre pays pour y collecter des compétences, effectuer un séjour à l'étranger au sein d'une organisation d'accueil pour améliorer ses compétences, ses connaissances. Alors, ces activités sont des activités qu'on appelle des activités de mobilité d'apprentissage et elles relèvent des cadres bleus, c'est-à-dire de l'action clé 1, mobilité. Si l'idée du projet, c'est de travailler directement avec d'autres structures autour d'une problématique commune, d'échanger, de mutualiser des pratiques, d'élaborer des outils de collaboration ou de transférer une nouvelle méthode d'accompagnement, alors ces activités relèvent des cadres jaunes à l'écran, donc des projets de coopération. C'est l'action clé 2 d'Erasmus+. Deuxième élément à s'approprier, le programme Erasmus+, vous le voyez à l'écran, est organisé en secteurs qui regroupent des activités d'apprentissage au sens large, c'est-à-dire nos différentes manières d'apprendre. Alors, lorsqu'on l'on souhaite demander un financement Erasmus+, la première action à mener, c'est d'inscrire son projet dans un de ces secteurs. Déterminer le secteur dans lequel une idée de projet s'inscrit, ça va vous permettre de connaître les opportunités de financement à votre disposition, le type de projet que vous pouvez monter et le cadre de votre projet. Alors, par exemple, au sein de la collectivité, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et surtout, pour qui? Ça va aider à déterminer si votre idée de projet européen s'inscrit dans le secteur de l'enseignement scolaire. Le secteur de l'enseignement scolaire regroupe les activités d'apprentissage qui sont proposées dès la petite enfance, de la maternelle jusqu'à la fin du second cycle général et technologique, c'est-à-dire jusqu'au bac. Ou bien dans le secteur de l'enseignement supérieur, qui regroupe les activités d'apprentissage qui sont couvertes par la formation initiale du supérieur, donc post-bac. Le secteur de l'enseignement de la formation professionnelle, lui, va regrouper toutes les activités d'apprentissage qui préparent à une certification professionnelle de niveau 3 ou de niveau 4 et qui relèvent de l'enseignement de la formation professionnelle initiale ou de la formation professionnelle continue. Nous arrivons maintenant sur les secteurs de l'éducation non formelle qui sont moins cadrés par le système français d'éducation et de formation, donc moins faciles à identifier. Et je garde le meilleur pour la fin. Alors, pour vous perturber un petit peu derrière vos écrans, parce que c'est le début de l'après-midi, je démarre par la droite de notre diapositive, le volet sport. Donc, le volet sport regroupe les activités d'apprentissage qui sont basées sur les valeurs et les pratiques du sport. Le secteur de la jeunesse sont les activités d'apprentissage voilà, qui sont proposées à des jeunes entre 13 et 30 ans. C'est le seul secteur d'Erasmus+, qui est cadré par une limite d'âge. Donc, ces activités d'apprentissage dans le secteur jeunesse se déroulent en dehors des cursus formels, c'est-à-dire en dehors des temps scolaires et des temps universitaires. Et enfin,
Le secteur de l'éducation des adultes, qui est celui qui est peut-être le moins connu du programme, mais sur lequel les opportunités de financement sont bien réelles, particulièrement sur l'action clé 1, donc sur le volet mobilité du programme. Sur 16 millions d'euros disponibles en 2024, seuls 10 millions d'euros ont été demandés par les acteurs français de l'éducation et de la formation. Alors ça veut dire que eh bien, quand on dépose une demande de financement sur cette action client sur le secteur éducation des adultes, eh bien, on a quand même de très très grandes chances d'être financé. Et si on a un projet de qualité suffisante, il n'y a aucun problème pour avoir un taux de, voilà, pour être financé, pour être sélectionné et voir son projet se dérouler. Donc, c'est un point fort de ce secteur. Heu, c'est pour ça qu'on fait un focus particulier sur le secteur de l'éducation des adultes. Alors, l'éducation des adultes, elle résonne bien plus aux pays du nord de l'Europe. C'est une notion qu'on a du mal à incarner en France. Ce sont des activités d'apprentissage complémentaires ou alternatives à la formation qualifiante. Donc, on en revient à l'incarnation de l'éducation et de la formation tout au long de la vie. Dans Erasmus+, pour l'éducation des adultes, tous les organismes publics, associatifs ou privés actifs dans le champ de l'insertion, de l'action sociale, de l'économie sociale et solidaire, d'une manière générale, de l'accompagnement et de l'éducation non formelle ou informelle des adultes, donc par exemple les structures associations d'insertion des personnes en difficulté, des structures qui prennent en charge les migrants et les réfugiés, les centres sociaux, les associations d'éducation populaire, les maisons de quartier, les collectivités territoriales, les universités du temps libre, enfin je pourrais continuer comme ça pendant très longtemps. La liste est très, très, très longue et quasiment finalement toutes les structures ou organismes peuvent s'inscrire dans ce secteur de l'éducation des adultes. Mais pour inscrire une idée de projet dans ce secteur, on l'a vu en début de présentation, il faut répondre à la question qui sont mes groupes cibles. Et les groupes cibles en langage Erasmus+, eh bien, ce sont les personnes qui vont participer au projet, donc qui vont être prises en charge par le financement Erasmus+. Et vous le voyez à l'écran, elles sont de deux profils, les apprenants et les personnels. Alors au sens d'Erasmus+, éducation des adultes, eh bien, les apprenants, ce sont des personnes majeures ou émancipées en situation d'apprentissage, alors formel, non formel ou informel, peu importe, mais qui sont non engagés dans la préparation d'un titre ou d'un diplôme. Et on vous donne des exemples. Les personnes peu qualifiées ou non diplômées, des personnes en situation, en processus de désocialisation en raison d'un handicap, de problèmes de santé, de difficultés éducatives, de différences culturelles, d'obstacles économiques, sociaux ou géographiques. Les personnes sans activité professionnelle qui sont prises en charge ou non par un dispositif d'accompagnement, des personnes qui sont sous contrat de volontariat pour l'insertion, les salariés en contrat d'insertion, les bénéficiaires des territoires zéro chômeur de longue durée, les personnes inscrites dans des établissements relevant du secteur médico-social et du secteur adapté pour les adultes. Voilà, ce sont des exemples d'apprenants euh, adultes au sens d'Erasmus+. Et puis les personnels, eh bien, ce sont les personnes qui accompagnent ces apprenants et qui vont leur proposer ou qui vont participer à leur proposer des activités d'apprentissage. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie pour une collectivité? Eh bien, voici un premier exemple. Les élus et les agents d'une collectivité peuvent partir se former, partager des expériences, des bonnes pratiques dans des organismes partenaires d'un autre pays. La ville d'Évry-Courcouronnes, malgré de très nombreux atouts, souffre aujourd'hui d'une image dégradée, stéréotypée de ville de banlieue. Donc l'insécurité, la pauvreté sont en effet souvent associées à l'image de cette ville qui est donc située en grande banlieue du sud de Paris. Et elle souhaite donc repenser complètement, à la faveur donc de la fusion, de villes nouvelles, son schéma d'attractivité. Et pour ce faire, eh bien, elle souhaite prendre appui sur une meilleure connaissance d'autres villes européennes pour y puiser de l'inspiration, créer des contacts et des échanges. Donc les participants qui ont été concernés par les mobilités sont de deux catégories. Les agents de la commune, qui travaillent dans divers services en lien avec la notion d'attractivité, et puis certains habitants, qui sont membres de conseils citoyens. Et la collectivité a programmé 3 périodes d'observation en situation de travail pour 18 de ses agents.
Les publics accompagnés par les secteurs du territoire ont également la possibilité de partir à l'étranger pour participer à des activités en dehors de leur propre environnement et mieux se saisir à leur retour des infrastructures et des actions qui leur sont proposées pour les soutenir sur leur territoire, parfois juste à côté de chez eux. La subvention ici est de l'ordre de 38 000 euros et elle a financé la gestion du projet, le voyage, le séjour et un forfait inclusion pour les participants les plus éloignés des possibilités d'éducation et de formation. Voyons maintenant ce qu'Erasmus Plus finance sur l'action clé 2 pour le secteur de l'éducation des adultes. Donc là, vous le voyez à l'écran, il y a deux types de financement. Les partenariats simplifiés, qui sont conçus en fait pour élargir l'accès au programme à de petites structures, à des personnes plus difficiles à atteindre. Ça nécessite que d'être 2 organismes et ce sont des projets qui permettent, de travailler sur une durée courte, et avec des budgets adaptés, notamment à des organisations locales moins expérimentées, des primo-demandeurs. Vous le voyez, 30 000 ou 60 000 euros. Alors là, petit exemple de projet de coopération ici. On part à Billières, c'est une commune d'environ 13 000 habitants des Pyrénées-Atlantiques. Et Billières est jumelée avec une ville en Espagne et une ville en Allemagne. Et les 3 villes, elles constatent aujourd'hui que le jumelage est très peu connu des habitants. Seules quelques personnes qui sont engagées dans les comités de jumelage connaissent et participent à des échanges. Donc le projet, de partenariat simplifié vise à sensibiliser les élus, les agents et les habitants de Villers et des villes jumelles. Alors, on a pris la thématique des ODD, les enjeux du développement durable, hein, les objectifs de développement durable et autour de cela, on met, au travail, élus, habitants et autour d'un partenariat simplifié. Deuxième type de, financement possible sur l'action clé 2 pour l'éducation des adultes, c'est ce qu'on appelle les partenariats de coopération. Ces partenariats de coopération s'adressent à tous les acteurs académiques, les entreprises, les collectivités, les associations qui sont impliquées sur leur territoire. Et là, ils vont viser à permettre aux organismes d'accroître la qualité et la pertinence de leurs activités en développant, en renforçant le réseau de partenaires pour travailler à un niveau transnational. Ici, il est possible de coopérer avec des pays qui ne participent pas au programme Erasmus, donc le reste du monde. Les résultats des projets de partenariat et de coopération sont transférables et sont évolutifs. Donc, un exemple de partenariat de coopération qui est mené par ici la ville de Saint-Denis. Euh, donc, la commune de Saint-Denis coordonne le projet Survivre au digital. Et l'objectif de ce projet, c'est d'apporter des solutions aux problèmes de surexposition aux écrans chez les enfants, particulièrement présents dans les quartiers défavorisés. Donc, l'idée, c'est de développer des outils de formation innovants qui vont être dédiés aux éducateurs qui travaillent avec les jeunes parents qui vivent dans les zones urbaines périphériques des grandes villes et qui sont particulièrement dans des situations précaires. Et en s'attaquant à ce problème et en proposant des outils pour lutter contre l'addiction aux écrans, les partenaires participent, rappelez-vous, à la priorité horizontale du programme de la transition numérique. Ces partenaires sont au nombre de 7, ils sont issus de 5 pays et il y a au sein du consortium des experts sur la thématique de l'addiction aux écrans, des centres de recherche, des compétences en accompagnement de publics vulnérables, en création de programmes de formation digitale. Et le partenaire irlandais a d'ailleurs un très fort lien avec les politiques publiques. Donc là, le but du projet, c'est de créer des outils transférables à destination des adultes et des parents, une étude, une méthode, un guide, un programme de formation, autonomiser les participants adultes en reconnaissant les connaissances et leurs contributions avec leurs pairs, et puis proposer des échanges de savoir-faire avec des résultats visibles et exploitables en Europe. La subvention ici est de l'ordre de 345 000 euros. Alors concrètement, comment faire pour aller chercher ces opportunités de financement? On vient de voir ensemble que la première étape, c'est de situer l'idée de projet dans l'architecture du programme. Ça vous permet de déterminer le type de financement sur lequel vous pouvez positionner votre idée de projet, mais aussi commencer à définir un calendrier de travail.
Quand vous avez une idée de rétroplanning, il est nécessaire de trouver ensuite votre ou vos partenaires européens, mais aussi de préparer, de convaincre les équipes en interne. Un projet Erasmus ne peut pas reposer sur les épaules d'une seule personne. Une équipe projet doit se constituer et ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis, l'idée, c'est aussi de ne pas perdre trop de temps et de savoir où trouver les informations pertinentes. Pour la recherche de partenaires, c'est une question que vous nous posez souvent et donc vous pourrez, quand vous accéderez à cette présentation, cliquer sur les petits pouces et aller voir ce qu'on vous propose pour vous aider à trouver des partenaires européens. Pour le secteur de l'éducation des adultes, nous vous proposons, pour vous aider à accéder à la demande de financement, un parcours d'accompagnement. Ce parcours d'accompagnement va vous faciliter la compréhension du programme et va vous aider à compléter le formulaire de candidature. Donc vous le voyez à l'écran, des sessions de questions-réponses tous les mois, un atelier qui est organisé dans 11 régions de France et qui est organisé le même jour, c'est le 19 novembre. Donc là, nous sommes fin juin, donc il y a largement le temps de travailler ensemble à l'élaboration de l'idée de projet et participer peut-être à un atelier qui se trouvera non loin de chez vous. Et puis, des sessions d'aide à la complétion du formulaire de candidature qui sont en ligne et donc là, qui ne nécessitent pas de déplacement. Et puis, pour vous accompagner, une page dédiée aux collectivités territoriales sur le site de l'agence. Le site de référence, c'est Mon projet Erasmus+, donc vous pourrez, pareil, accéder directement à cette plateforme en cliquant sur la présentation et vous verrez que une fois que vous avez une idée de projet, eh bien, c'est vraiment le pas à pas, le B à bas, tout vous est expliqué étape par étape sur comment aller demander votre financement et accéder au formulaire de candidature. Des développeurs sont aussi des personnes qui sont peut-être près de chez vous et qui peuvent vous aider à comprendre le fonctionnement du programme et à vous y inscrire. Et bien sûr, pour finir, il y a nous. Vous n'hésitez pas, n'ayez pas peur de contacter l'agence nationale. Nous sommes là pour vous accompagner dans votre demande de financement ou pour accompagner les acteurs de vos territoires à une demande de financement sur Erasmus+ éducation des adultes. Mais pas seulement. On vous a mis toutes les adresses de référence sur tous les secteurs du programme. Donc n'hésitez pas à nous contacter, n'ayez pas peur de contacter les agences pour si vous avez des questions. Voilà, je crois j'ai un petit peu dépassé 23 minutes. Nous avons fait le tour du fonctionnement du programme et des différentes possibilités de financement et de comment y accéder. Maintenant, je laisse la place à A-League pour bien, un peu de concret, une illustration très concrète de l'utilisation de ce financement. Donc oui, bonjour à tous, je suis Aïlig Le Gentil, je vais représenter la commune de Pleuc-l'Hermitage et donc je vais vous présenter notre utilisation des outils et des fonds européens pour l'éducation des adultes. Si on peut avancer dans les slides, s'il vous plaît. Du coup, donc voilà. Donc avant toute chose, pour vous présenter rapidement la commune de Pleuc-l'Hermitage, c'est une commune nouvelle, rurale, des Côtes-d'Armor en Bretagne, d'environ 4500 habitants. Elle est située à une vingtaine de minutes de Saint-Brieuc, Lamballe, Loudéac, et elle dispose notamment d'un tissu associatif qui est très fort, avec près de 70 associations qui participent à la vie locale. Le service, si on peut revenir juste avant. Le service européen de la commune, il travaille beaucoup avec ces associations et il les accompagne notamment dans le portage des projets européens. Et il faut aussi considérer que Pleuc dispose de nombreux services publics, ce qui lui fait jouer un rôle de centralité important envers les communes alentours. Donc, pour vous présenter rapidement le service Europe, l'impulsion principale pour ces projets européens, elle provient du maire de Pleuc-l'Hermitage. Monsieur Thibaut Guignard, c'est avant tout un europhile convaincu qui a une grande expérience professionnelle dans les projets européens et c'est sa conviction personnelle qui a permis d'impulser ces projets dans la mairie et du coup également de la partager au tissu associatif que je mentionnais plus tôt. Ensuite, donc, dans le service européen, on a Élise Lebreuil qui est notre coordinatrice des projets européens.
elle est chargée de la gestion et du suivi de tous les projets européens, que ce soit ceux que la commune porte ou ceux dans lesquels la mairie est partenaire. Il faut noter que le poste d'Élise, il est assez unique dans les Côtes-d'Armor, et Pleuc-l'Hermitage, c'est une des seules communes de France dans sa dimension à avoir un service dédié aux projets européens. Mais si la commune elle peut se permettre d'avoir un tel poste, c'est aussi parce que les projets européens permettent de financer ces postes, avec toujours une part de financement qui est comprise pour la gestion de projet. Et enfin, donc, dans le service européen, je me suis déjà brièvement présentée. Je suis Aïlig Legentil, je suis en master de politique internationale et j'ai effectué mon stage au sein du service Europe pour le dépôt de candidature sur les programmes sectoriels. Donc, l'activité des projets européens dans la commune, elle commence avec les projets leaders, donc du programme leader, qui sont centrés notamment sur des opérations de revitalisation du territoire. Et par ces projets, on a notamment pu ouvrir un jardin ludique et sensoriel, un service Tartugo, donc qu'on appelle le service Tartugo, qui est un service d'autopartage pour résoudre nos problèmes de mobilité, et un service Senior Plus qui est dédié aux seniors pour lutter contre l'isolement des personnes âgées en milieu rural. Après Leader, la commune, elle a continué à développer ses projets, notamment donc vers les programmes sectoriels, et notamment dans le volet éducation des adultes Erasmus+. Et donc ici, je vais vous parler du projet ORS, Our Reconnected Seniors, ou Nos seniors reconnectés en français, qui est un projet né de la volonté de maintenir des liens sociaux pour les personnes âgées en milieu rural, qui souffrent notamment de l'isolement, et lutter contre cet isolement, surtout grâce à des outils numériques et digitaux. Pourquoi cette thématique ? C'est une thématique qui est extrêmement importante pour nous, mais qui est partagée par énormément de territoires, notamment les territoires ruraux qui subissent souvent un départ important des jeunes vers la ville, un vieillissement de leur population et un isolement de ces populations âgées. Et donc, la naissance de ce projet, elle est en 2020 avec l'arrivée donc, du Covid, dont on se rappelle tous, et par un échange de un de nos partenaires historiques dans la commune, qui est la commune de Bartoszyce en Pologne, suite au Covid, donc cet échange, il a amené les différents agents des deux communes à réaliser l'enjeu de l'isolement des seniors et sa gravité. Et donc, ça a amené une volonté de trouver des solutions qui sont pour nous venues par le partage de bonnes pratiques, en découvrant donc les pistes et les méthodes mises en place chez les différents partenaires du projet. Ici, les partenaires, donc ça a été la commune de Bartoszyce en Pologne, mais aussi la commune d'Avrig en Roumanie et le groupe d'action locale Saint-Jean-de-Nepomuk en République tchèque. Donc, dans le projet ORS, on a notamment voulu travailler sur la dimension numérique parce que c'était un outil qui, en cas de recrudescence des taux de Covid, en 2020, on ne savait pas du tout ce qui allait se passer, pouvait rester toujours utilisable. Le projet ORS, c'est un projet de l'action clé 2, donc KA2, comme ce qui a été présenté plus tôt. C'est un partenariat simplifié avec un budget de 60 000 €. Dans le cadre de ce projet, on a mené plusieurs activités, notamment un travail de mémoire qui a été très enrichissant pour l'EHPAD, parce qu'on a beaucoup travaillé avec les EHPAD, et ce travail de mémoire, il a vraiment permis de renforcer un dialogue très positif avec les différents résidents. On a aussi lancé des ateliers d'introduction aux tablettes, par exemple, pour les personnes âgées, pour leur permettre de s'approprier les outils numériques. Et cet atelier-là, il a eu la particularité de nous permettre d'avoir une bien meilleure compréhension des besoins et des générations, puisque les personnes âgées actuelles sont souvent très détachées du milieu numérique, puisqu'elles ont vécu toute leur vie sans. Donc, il y a eu cette compréhension qui s'est énormément approfondie avec une appropriation des outils numériques qui est aujourd'hui poursuivie par l'EHPAD, avec un développement des réseaux Wi-Fi, notamment parce qu'on a constaté que la génération actuelle s'en sert très peu, mais la génération qui va arriver, au contraire, s'en servira énormément. Donc l'EHPAD s'est vraiment inscrit, grâce à ce projet, dans une démarche de préparation de l'avenir. Et pour les résidents actuels, le projet ORS, il a permis également d'encourager les activités physiques et les sorties, puisque l'EHPAD travaille depuis un développement intensif de ces espaces verts, puisque lors des mobilités qui ont été effectuées en Roumanie et en République tchèque, on a pu constater l'importance de ces espaces verts, malgré leur météo qui est parfois bien plus difficile qu'en France. Donc, on a vraiment eu, par ce projet, un véritable enrichissement de nos connaissances, et donc des méthodes qui sont mises en place autour des seniors, que ce soit dans la commune, mais aussi du coup dans les agents, auprès des agents directement de l'EHPAD. Ce projet, il a aussi permis, donc, en enrichissant nos connaissances, d'enrichir le dispositif Senior Plus
qu'on mentionnait plus tôt, qui avait été lancé avec un programme leader. Donc, pour passer à la slide suivante, je vous présente ici un panel de tous les projets d'éducation pour adultes de la commune. Donc vous avez sur la première ligne les projets terminés, les projets finis, et sur la seconde, les projets en cours, ou alors les projets dont on n'a pas encore reçu la réponse parce qu'ils sont encore sous évaluation. Je vais manquer de temps pour tous vous les présenter, mais je peux mentionner notamment le projet TFF et le projet FITRA, qui donc ont été faits directement en collaboration auprès des casernes de pompiers. Ou encore le projet Rural Youth Parliament, le Parlement rural des jeunes, qui a été mené auprès des animateurs jeunesse. Ou encore le projet Sharing, qui est un projet Interreg concentré sur un partage de bonnes pratiques pour une meilleure gouvernance à destination des élus et des agents chargés du développement territorial. Donc, dans tous les cas, ce panel, il vise à montrer la diversité des actions possibles, tous les champs qui peuvent être touchés, tous les acteurs qui peuvent être touchés, mais aussi la diversité donc, des outils européens auxquels une commune peut faire appel, puisque là, on voit beaucoup de programmes sectoriels, il y a beaucoup de programmes sectoriels très intéressants. Là, on voit notamment Erasmus+, dans son éducation pour adultes, mais aussi, par exemple, Europe Créative, Interreg, ou encore ici, il y a Europe for Citizens, qui est l'ancêtre du programme SERV, mais qui donc sont tous des programmes accessibles aux municipalités pour mettre en œuvre leur politique territoriale. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, je vous remercie de votre attention. Désolée si j'ai été un peu rapide, on a essayé de tout couvrir en 8 minutes. C'était très bien, c'était très clair. Merci beaucoup Aïlig, merci Estelle. Je pense que de manière assez condensée, avec un propos très clair pour lequel je vous remercie, ça vous a donné quand même une bonne idée déjà de ce que peut faire Erasmus+ pour la formation des adultes. On a évidemment zoomé sur ce pan-là, mais le propos d'Aïlig était intéressant parce qu'on voit que ensuite, une fois qu'on commence aussi à se saisir de ces instruments, il y a matière à aller chercher aussi des financements dans d'autres programmes au-delà d'Erasmus. C'était peut-être le point sur lequel on voulait passer quelques petites minutes. Aïlig, tu le disais à l'instant, on peut aller chercher des financements européens sectoriels pour faire des programmes de formation, pour faire de l'apprentissage avec soit de la coopération, soit de la mobilité. Et on voulait rezoomer peut-être sur la slide suivante. Très rapidement, même si ça a été déjà évoqué, qu'au sein d'Erasmus+, il y a cette deuxième jambe, j'allais dire, qui est vraiment la partie jeunesse et sport, où on peut retrouver vraiment du soutien très concret. Donc, dans le volet jeunesse, ça va être vraiment sur les acteurs de vos collectivités qui sont en charge de la jeunesse, donc les animateurs, vraiment les acteurs des services jeunesse au sein des services municipaux, les maisons des jeunes, le personnel encadrant, etc. Tout ça, c'est éligible sous le volet jeunesse pour les collectivités locales. On a choisi ici de l'illustrer avec ce projet, qui en l'occurrence n'est pas porté par des collectivités locales françaises, mais qui est vraiment dans le cœur du sujet, où on a des acteurs de la jeunesse des collectivités, qui se sont regroupés pour du partage, des rencontres, des échanges de bonnes pratiques. C'est le projet Cities for Youth que vous pouvez consulter. Autre poche Erasmus+, encore une fois, c'est le sport. Vraiment pour garder en tête. Et sur ce point, je vous invite si vous avez un peu de temps, à aller voir le webinaire spécifique que nous avons dédié à la question du sport dans les communes et ce que l'Europe peut faire pour vous, avec évidemment un zoom sur ce volet-là. Encore une fois, en tant que commune, en tant que collectivité locale, pour les éducateurs, les animateurs, les professionnels de vos clubs sportifs, etc., il y a matière à avoir des actions très, très enrichissantes et d'apprentissage dans le cadre d'Erasmus+ Sport, donc dans les volets sectoriels, non pas dans la poche adulte. Voilà, je pense que ça a été bien dit, mais on voulait rezoomer un tout petit peu. On va pas brosser toutes les différentes poches, et tu as mentionné aussi Europe Créative, Interreg. Donc, on voulait zoomer effectivement sur SERV, dont Plug s'est saisi. SERV, pour ceux qui connaissent, c'est un assez beau budget, quand même, 1,5 milliard sur la période, pour soutenir une assez grande diversité de projets.
Le titre du programme dit un peu ce qu'il dit, citoyen, égalité, droits et valeurs. En pratique, ça va être des actions orientées jumelage, orientées lutte contre les violences et lutte contre les discriminations, devoir de mémoire, citoyenneté, valeurs. Donc, encore une fois, dans cette optique de développement de l'éducation non formelle, informelle des adultes sur votre territoire, quand les projets se rattachent à ce type de problématiques, il y a matière à aller explorer un peu ce qui peut être fait du côté du CERV. Là encore, on a fait un webinaire relativement récent qui explique plus en détail, un peu comme l'a fait Estelle, le fonctionnement concret de ces appels à projets, des cycles, etc., etc. Un exemple qu'on a mis ici, c'est Link EU. Peut-être retour en arrière, merci. Là, l'idée, c'était de rassembler des collectivités locales de territoires ruraux pour leur permettre de monter des ateliers, des réunions d'experts, encore une fois, de l'échange de bonnes pratiques sur les stratégies locales, sur les territoires ruraux en particulier. Ça, on a pu le financer via du CERV. Voilà. Peut-être dernier programme qui nous semblait être vraiment pertinent dans la problématique d'aujourd'hui, c'est Urbact. Encore une fois, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un programme large de coopération entre des villes. Là, c'est via vraiment des réseaux thématiques qui se structurent autour de problématiques communes que rencontrent certaines villes et collectivités. On a encore une fois fait un webinaire intitulé Travailler en réseau, pendant lequel on a zoomé un peu sur ce programme pour ceux qui veulent creuser le sujet. Là, le projet qu'on voulait mettre en avant pour illustrer, c'était Breaking Isolation, rompre l'isolement. Donc là, c'était piloté par la ville d'Agen, avec l'implication d'une conseillère municipale déléguée au CCAS en l'occurrence, qui a travaillé avec des délégations de 9 villes partenaires. Donc là, c'était en synthèse de l'échange de bonnes pratiques, un peu aussi sur ce qu'on a pu voir avec Pleuc, vraiment dans une dimension de bonnes pratiques intergénérationnelles pour créer du lien et de la citoyenneté au sens large à travers les générations d'un territoire. Voilà, on s'arrête là parce qu'encore une fois, on ne vise pas à l'exhaustivité. Le message, c'est qu'il y a des choses à aller voir en dehors d'Erasmus adulte, qui reste le cœur, j'allais dire, le premier guichet logique. Et on l'a vu dans les projets de Plug, qu'il y a quand même une masse autour de ce volet-là. Mais pour les plus férus d'entre vous, il y a matière à élargir un peu la cartographie et la recherche de financement au sein des différents programmes européens. Voilà. On est arrivé au bout. On va prendre quelques questions. Je crois qu'on avait quelques questions dans le chat. Ma collègue Edita va venir pour les partager et peut-être que Estelle Marielle Aélic pourrait répondre en direct. Alors, il y a déjà eu des questions auxquelles Estelle et Marielle ont répondu. Mais peut-être juste pour résumer les quelques demandes. Il y avait des questions notamment sur les subventions. Estelle, si le partenaire qui est chef de file perçoit toute la subvention, qu'il partage ensuite avec les autres partenaires ou si c'est une autre procédure. Il y avait également une question sur si le financement Erasmus couvre 100% des coûts du projet. Et si, donc on reste dans la partie financement, et si le financement Erasmus peut également couvrir les frais d'interprétation dans le cadre d'un projet d'échange. Alors, on va prendre les questions dans l'ordre. Donc, effectivement, dans le cadre d'Erasmus, que ce soit sur un projet de mobilité ou sur un projet de coopération, c'est l'organisme candidat, donc qui dépose la candidature, qui reçoit la subvention. Et qui, dans le cadre de l'action clé 2, là sur un partenariat, va effectivement distribuer cette subvention à ses partenaires. C'est encadré.
hein, on n'est pas seul face à sa subvention et face à ses partenaires. De la même manière qu'il y a une convention de subvention, un contrat signé avec l'agence pour l'organisme candidat pour qu'il reçoive la subvention, eh bien, il y a des sous-contrats de signer, alors pas avec l'agence, mais entre l'organisme candidat et les organismes partenaires. Chacun se met d'accord dans le cadre de la construction du projet et donc dès finalement la candidature sur le volume de subventions qu'il va recevoir en fonction des activités qu'il mène. Ça vaut vraiment notamment pour les partenariats de coopération où les subventions sont un peu plus conséquentes et où on tend à travailler des résultats ensemble. Pour la partie cofinancement, donc quand vous demandez un financement Erasmus, on ne va pas le cofinancement n'est pas obligatoire. Par contre, et là c'est une petite subtilité, c'est le principe de cofinancement qui, lui, est obligatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la subvention, si vous êtes bon, elle couvre 100% des dépenses qui sont liées aux activités du projet. Mais parfois, ce n'est pas une question d'être bon ou de ne pas être bon, c'est que dans tout projet, on a des dépenses qui ne sont pas prévues. Parfois, les coûts sont plus importants que ce qu'on avait imaginé. Les billets d'avion, on voit bien, ça change d'un moment à un autre. Les billets de train, pareil. Donc, il y a des coûts qui peuvent être un petit peu plus élevés. Et là, en fait, ce que la candidature et le contrat Erasmus vous demandent, c'est d'avoir les épaules pour pouvoir assumer ces changements qu'il pourrait y avoir dans le courant du projet. De la même manière, vous nous posez souvent la question de savoir si la préparation du projet est prise en charge en fait par la subvention. Est-ce que la subvention tient compte de toute la partie préparatoire du projet? La réponse est non. Et en fait, c'est ça le principe de cofinancement. C'est-à-dire que Erasmus va être une subvention d'impulsion. C'est une subvention qui est vraiment liée au projet. Dès que le projet démarre, la subvention se débloque et elle couvre les activités du projet. Et oui, les frais d'interprétation de traduction peuvent être soutenus par la subvention Erasmus dans la mesure où ces frais d'interprétariat ou de traduction sont bien liés à une activité du projet. Voilà. Est-ce que c'est clair? Si ce n'est pas clair, C'est vous très clair, remettez des questions dans le chat. Estelle. Merci beaucoup. Peut-être pour clôturer, il y avait également une question sur vraiment la nature des projets. Est-ce que les projets Erasmus, dans le cadre d'aujourd'hui de coopération et d'éducation des adultes, est-ce qu'ils doivent forcément avoir un aspect innovant ou on peut se dire qu'on part sur des projets classiques? Alors, justement, je voulais répondre de vive voix. C'est plus facile que par écrit. Alors, l'innovation, en fait, elle n'a pas de définition dans le programme. Il y a une définition, mais qui est très généraliste et qui ne répond pas en général au questionnement des candidats. On est dans l'innovation dans le cadre de votre projet, de votre initiative. Encore une fois, vous ne répondez pas à une commande publique. Donc, en fait, c'est la nature du projet, le projet en lui-même, les résultats qui vont être développés, les compétences qui vont être allées chercher par les individus, hein, par les participants au projet, qui font qu'il est innovant. À partir du moment où vous indiquez, où vous argumentez, où vous montrez que eh bien, le projet va chercher quelque chose de nouveau par rapport à votre environnement, eh bien, vous êtes dans l'innovation. Il n'y a pas besoin de créer quelque chose qui n'existe pas. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc, l'innovation, elle se situe dans votre idée de projet. Et franchement, pour ne pas justifier du caractère innovant de votre projet, bon, c'est pas. Vous avez tous des projets innovants. Toutes vos idées de projet sont innovantes. Il suffit juste de bien le mettre en avant et de savoir le mettre en avant dans la demande de financement. Mais encore une fois, on est là pour vous aider à faire ça. Aïlik, tu veux compléter parce que je te vois qui fait oui. Non, j'approuve tout à fait. C'est au-delà de ça, c'est l'idée que ça démontre que ça apporte aussi quelque chose évidemment à la politique de la commune et que ça va pas juste apporter de l'argent pour des choses qui sont déjà en marche. C'est un coup de Exactement. boost. C'est ça l'essentiel. Le changement que cela produit. Ouais. Exactement. Elle est là, l'innovation.
Et peut-être juste pour clôturer, puisque c'était quelque chose qui est revenu plusieurs fois également, des conseils, pas une question, mais plutôt des conseils pour les collectivités pour s'organiser dans la recherche de partenaires, notamment, et voilà, dans cette réflexion, dans la préparation de leurs projets. Alors, j'ai vu dans le chat qu'il y avait une suggestion. Alors, c'est la ville du Havre, je crois, Oui, c'était pour qui a le site Funding and Tenders, oui, c'est ça? exactement, et Oui. qui a dit que ça fonctionnait bien. Alors, moi, je vous ai mis aussi dans le diaporama, hein, vraiment, vous pourrez cliquer dessus. N'oubliez pas les autorités, la représentation hein, des autorités locales et régionales à Bruxelles, qui est pour vous, collectivité, un vrai soutien dans la recherche de partenaires. Et puis, pensez à vos réseaux par thématique. C'est-à-dire dans le secteur, par exemple, de l'économie sociale et solidaire, il y a des associations européennes. Les acteurs de vos territoires, en fait, sont souvent impliqués d'une manière ou d'une autre, hein, de manière plus ou moins éloignée, mais ils sont en contact aussi avec des réseaux qui sont souvent représentés à Bruxelles, des associations européennes sur les thématiques sur lesquelles vous travaillez. Donc, ne pas hésiter aussi à aller à la rencontre des acteurs de vos territoires qui, eux, ont des partenaires européens. Et puis, on vous a proposé aussi un petit module qui vous aide à comprendre les plateformes qui sont à votre disposition. Alors là, qui sont vraiment dédiées à Erasmus. Mais voilà, il faut, en fait, c'est par votre expérience et en discutant aussi autour de vous que vous allez trouver des partenaires. Parce que l'important, c'est que vos partenaires, ils correspondent à vos besoins et que voilà, ce ne soient pas des partenaires sur le papier et voilà, Ouais. et que ça ne fonctionne pas ensuite dans le cadre du projet. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est une démarche. Vous avez vu dans les étapes, c'est vraiment une étape fondamentale. Quand on a une idée de projet, c'est la première chose qu'on fait, hein, trouver un partenaire. Merci beaucoup. On arrive au bout du temps qu'on avait prévu pour ce webinaire. J'espère que ça vous aurait été utile, bon, pour ceux qui avaient des graines déjà un peu germées ou pour ceux pour lesquels ce n'était pas encore vraiment semé, de comprendre déjà dans quoi vous allez pouvoir vous inscrire. En tout cas, merci beaucoup à Marielle, Estelle et à Elix, c'était très clair. Vous recevrez donc à la suite de ce webinaire, comme je le disais, tout le matériel qui a été utilisé avec les bons liens pour creuser le sujet dans les prochaines semaines et prochains mois. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci. Merci. Merci, au revoir.